Pétrarque pose la question du ou des modèles antiques, au moins deux, Cicéron et Sénèque, mais aussi la question du lien avec le Moyen-Âge, puisque, alors Pétrarque, vous le situez, on est d'accord, au XIVe siècle, on en fait traditionnellement le premier homme de la Renaissance, mais la recherche de ces dernières années a aussi montré qu'un certain nombre d'éléments de l'œuvre de Pétrarque, même s'ils s'en défendent, sont en lien étroit avec les traditions médiévales. Et donc va se poser la question de la rupture et de la continuité avec les traités épistolaires médiévaux, en particulier ce qu'on appelle l'ars dictaminis ou les artes dictandi, qui sont des traités de rhétorique épistolaire rédigés au Moyen-Âge. Un autre axe peut aussi être tout à fait intéressant, la question du classicisme du latin de Pétrarque. Pétrarque est nourri des auteurs de l'Antiquité dite classique, mais enfin, pour lui, ça va de Claude à Augustin, donc c'est quand même sur une échelle de plusieurs siècles. Et c'est la question aussi du rapport à la norme de la grammaire latine classique. Alors, il n'y a pas beaucoup de... Enfin, à ma connaissance, il y a assez peu d'études qui ont été faites sur la langue de Pétrarque. Il y a un article un peu marginal, mais de Paul Hazard, de 1904, étude sur la latinité de Pétrarque d'après le livre 24 des Epistolae Familiares, paru dans les mélanges d'archéologie et d'histoire, mais qui est assez intéressant parce qu'il fait une étude un petit peu systématique du vocabulaire. Enfin, j'en parlerai tout à l'heure. Donc, je vous propose qu'on commence à regarder les textes sur la poétique de la lettre. Donc, le premier élément qui m'a semblé intéressant pour découvrir le latin épistolaire de Pétrarque, c'est la question des modèles épistolaires que sont Cicéron et Sénèque. Alors, on peut regarder donc page 2, le premier texte. Nulla hic equidem magna vis dicendi, il n'y a pas dans ses ouvrages une grande puissance oratoire. Je parle évidemment de ces recueils de lettres. C'est assez intéressant parce que ça commence par une opposition, vous allez le voir, entre le style de la lettre et le style du discours. Il prend justement le modèle de Cicéron en disant que, d'ailleurs Cicéron lui-même, le grand maître de l'éloquence, ne l'a pas employé dans ses lettres, ni dans ses livres auxquels convient un style égal et tempéré, comme il le dit lui-même. Equabile et temperatum orationis genus. Donc il oppose l'éloquence de Cicéron in orationibus suis, c'est un peu plus loin dans le paragraphe 14, et Cicéron dans ses discours et Cicéron dans ses lettres, epistolis suis. Oui, avec cette orthographe un petit peu étrange, faussement hellénisante, d'aller mettre un Y à epistola, qu'on va retrouver d'ailleurs dans le titre des épîtres métriques. Donc, il va reprendre en fait chez Cicéron la catégorisation entre epistula, oratio et sermo, puisqu'en fait epistula s'oppose à oratio, donc le discours, alors par proximité, par parenté avec la conversation sermo. Donc Pétrarque, se référant à Cicéron, construit une opposition entre le discours politique et judiciaire et la lettre. Enfin, le discours politique ou judiciaire d'un côté et la lettre et le dialogue philosophique de l'autre. Lettre et dialogue requièrent un style régulier et tempéré. Il reprend l'expression cicéronienne et la formule ensuite avec ses propres mots. La lettre doit adopter un style moyen, intime et familier. Mediocre, domesticum et familiare dicendi genus. Et vous retrouvez l'adjectif de familiaris, dont il se sert pour le titre. Alors ça vous rappelle peut-être le titre d'un des recueils de la correspondance de Cicéron,
déplacer du point de vue stylistique, hein, c'est le style de l'intimité. Donc, ce style moyen rapproche la lettre de la conversation de tous les jours, communis sermonés. Il va reprendre la parenté entre la lettre et la conversation, définie par Cicéron dans une lettre à Quintus. 2, 9, 1, la référence aux lettres à Quintus. Et le texte, c'est aussi une référence un peu au Deophytis 1, 3, où il est question de aequabile et temperatum orationis genus. Alors, là, je me suis concentrée sur Cicéron. On va voir un petit peu plus loin. En fait, la question aussi, c'est la part des deux modèles principaux, Cicéron et Sénèque, qui est, à mon avis, un peu plus compliqué que ce qu'on a pu en dire, mais j'y reviens. Donc Cicéron construit une opposition entre ratio et sermo qui correspondent à deux styles différents, le premier pour les discours et le second pour les dialogues philosophiques. Il va distinguer ainsi le style élevé des discours et le style moyen des dialogues, qui est aussi celui des lettres. Alors, justement, Sénèque et Cicéron apparaissent comme les deux modèles épistolaires antiques de Pétrarque. Alors, ils ont souvent été mis en opposition par les critiques modernes. À la lettre philosophique sénéchienne s'opposerait la lettre anecdotique cicéronienne, à la lettre littéraire, la lettre document. Alors, à mon avis, c'est ce que j'ai essayé de montrer, cette opposition est schématique, est tout à fait excessive, et elle est induite en partie par Sénèque lui-même. Donc, je vous renvoie au jugement que Sénèque émet sur Cicéron dans les lettres à Lucilius, lettre 118, paragraphes 1 et 2. Donc Sénèque va associer son propre projet épistolaire à une quête de l'intériorité et à une idée inhérente de profondeur en rejetant le projet de Cicéron du côté de l'extériorité et de la superficialité. Donc il va détourner l'image de la candidature électorale qui rappelle le contenu des lettres de Cicéron. Il dit en gros, je résume rapidement le passage, que les lettres de Cicéron sont pleines d'histoires, de candidature électorale, de prêts, d'anecdotes politiques superficielles. Donc Sénèque rappelle le contenu des lettres de Cicéron en s'en moquant, au profit de sa propre argumentation, pour tourner en dérision son prédécesseur. Donc selon Sénèque, Cicéron aurait rempli ses lettres d'anecdotes de la vie quotidienne. Alors ce que moi j'ai essayé de montrer, c'est qu'à mon avis, c'est plus la vie de Sénèque que la réalité de la correspondance cicéronienne. Et ce que je trouve particulièrement intéressant, c'est que Pétrarque lui-même, alors je vous demande juste de passer page 3, les modèles épistolaires antiques Cicéron et Sénèque. Il me semble que Pétrarque connaît bien ce texte de Sénèque. Il rappelle le jugement du philosophe stoïcien sur les lettres de son prédécesseur, mais il désapprouve ce jugement en proclamant le plaisir que lui a procuré la lecture des lettres à Atticus. Donc oui, je n'ai pas le temps de lire tout le texte. Voilà. Mais Sénèque en a fait le reproche, je m'en souviens, à Cicéron. J'ai cependant dans mes lettres suivi en grande partie la manière de Cicéron plutôt que celle de Sénèque. Donc cette manière de Cicéron, c'est de mêler les anecdotes de la vie personnelle à des réflexions morales. Ah oui, non. Non, pardon. L'idée de Pétrarque, c'est que parler dans ses lettres de la vie privée a un aspect de plaisant.
Et donc il reprend l'idée de Sénèque que Cicéron parle dans ses lettres de sa vie privée, mais il estime que ce n'est pas quelque chose de condamnable. Et ce qui est tout à fait intéressant, qui d'ailleurs peut interpeller, parce qu'on a souvent commenté l'aspect de philosophie morale des lettres de Pétrarque, donc on a beaucoup rapproché des lettres à Lucilius de Sénèque. Pour autant, dans ce passage, qui est de la première lettre, donc j'ai suivi en grande partie la manière de Cicéron plutôt que celle de Sénèque. Donc il considère que le modèle principal de sa correspondance, c'est Cicéron. Alors, comment l'expliquer? Je pense que de toute façon, évidemment, il y a aussi une influence importante des lettres à Lucilius sur la correspondance de Pétrarque. Mais ce qui me semble intéressant, c'est que Pétrarque n'exclut pas de la lettre le récit d'anecdotes personnelles. Il prône finalement un mélange entre la narration d'événements contemporains et une réflexion morale d'ordre plus général. Et c'est ce qu'il dit, alors, si vous tout... alors, je ne l'ai pas mis ici, non. C'est dans la suite de la lettre, au paragraphe 35, il dit « J'ai écrit en ce livre peu de pages d'un style raffiné, mais beaucoup sur un ton et des sujets familiers. Mais parfois la matière l'exigeait, j'ai agrémenté un récit simple et non travaillé de quelques considérations morales. » Mélange de récits, finalement, de narration et de philosophie morale. Cicéron lui-même a aussi observé ce principe. Donc ce qui est intéressant, c'est qu'il rappelle que Cicéron lui-même peut constituer un modèle de ce mélange dans la correspondance d'anecdotes et de réflexions d'ordre moral. Donc, le maître mot de la rhétorique épistolaire selon Pétrarque reste la simplicité, dont le modèle est à ses yeux Cicéron. Alors, peut-être deuxième, après cette question des modèles épistolaires antiques, deuxième point qui me semble intéressant, c'est la question de la continuité ou non avec le Moyen-Âge. Donc là, je vous demande de revenir un tout petit peu en arrière à la page 2 de l'exemplier, avec la question de la variété des destinataires et de la variété des lettres. Alors, c'est une question qui a été beaucoup débattue par la critique, la position de Pétrarque par rapport au Moyen-Âge et l'influence ou non sur sa correspondance des traités médiévaux d'Ars Dictaminis. Alors, on a beaucoup fait de Pétrarque un homme de rupture par rapport au Moyen-Âge. Alors, j'ai mis un extrait de cette lettre qui ne fait pas partie des deux recueils des Familiares et des Séniles, donc qui se trouve à la page 7 de votre exemplier. Un extrait de la lettre, alors ça a été édité à part, vous l'avez dans la bibliographie, un Letteretis PLC de 1994. Bien évidemment, c'est une lettre que Pétrarque n'a pas voulu inclure dans un de ses recueils parce que c'est une lettre de chancellerie qui respecte tout à fait les règles de l'Ars Dictaminis, qui a été édité par Michele Feo, qui est, vous allez voir par des traits stylistiques, vous voyez peut-être quelque chose qui est frappant sur les pronoms personnels. Qu'est-ce que vous savez? Est-ce que c'est quelque chose en latin? Invitus ducor adscribendum vobis inclite princeps. Oui, il y a un pluriel qui est quand même assez troublant pour un latiniste classique, parce que, comme je vous rappelle, dans la latin classique, il n'y a pas de voix. Quand on s'adresse à César, on tutoie. Et là, on a un exemple de vouvoiement qui est mis en valeur par l'édition moderne par une majuscule. Même à la Renaissance, la question des majuscules, c'est un petit peu compliqué, mais en tout cas, ce qui est très clair, il s'adresse à inclite princeps au singulier avec vobis. Alors ça, c'est précisément un des traits stylistiques typiques du dictamen. Donc, pour ceux que ça intéresse, j'ai les références, mais Michele Feo, dans un article de 1991, a montré donc, que c'était une lettre écrite par Pétrarque en 1357. Elle porte pas le nom de Pétrarque, elle porte la mention dictante FP, donc Francisco Petrarca. Donc cette lettre a été écrite au nom de Bernardo Visconti, adressée au roi de Naples Louis de Tarente, contre Pandolfo Malatesta.
Elle est conservée par le manuscrit Ashburnham 1718 de la bibliothèque laurentienne de Florence. Alors, elle répond de nombreux points aux exigences du canon de l'ars dictandi, usage du vouvoiement, inuitus decoratio et nobis, comme je vous le disais, mais aussi salutatio, qui respecte la hiérarchie des interlocuteurs. Vous voyez l'adresse au début, ad illustrissimum dominum regem, Jérusalem et Kékié, avec tous les titres. Alors là, il faut voir sur parole, enfin, pour Michele Ferro sur parole, elle a une structure typique en 5 parties distinctes, qui sont la salutatio, l'exordium, la narratio, la petitio et la conclusio. Donc 5 parties qui sont empruntées à la rhétorique, mais que le Moyen-Âge va adapter à la lettre dans ces fameux traités d'Ars Dictaminis. Et on a d'ailleurs 5 autres lettres qui témoignent du service rendu au Visconti par Pétrarque en qualité de dictateur. Donc cette lettre n'a évidemment pas été intégrée par Pétrarque dans les recueils qu'il a constitués lui-même parce que pour lui elle n'a pas de valeur littéraire. Alors d'abord elle est un témoignage du fait qu'il a occupé des fonctions diplomatiques au sein de, et même là, fonction de secrétaire au sein de chancellerie. Alors qu'on a souvent dit que Pétrarque, alors c'est vrai qu'il critique ces pratiques. Dans les Familiares, il va critiquer les pratiques de l'Ars Dictaminis et en même temps, il a été lui-même amené à écrire des lettres de ce type. Mais de manière plus générale, on peut aussi questionner du coup la notion de rupture et de continuité entre le Moyen-Âge et Pétrarque. Et en particulier, ça peut aller un petit peu plus loin, me semble-t-il, en ce qui concerne la stylistique du genre épistolaire. Donc c'est le texte, page 2. Dans ce texte, Pétrarque évoque la variété des destinataires de ses propres lettres, qui est source de variété stylistique. Donc il va opposer les exemples antiques. Épicure, qui a écrit à 2 ou 3 correspondants. Alors il faut savoir que Pétrarque ne connaissait pas les lettres de Cicéron à Familiares, il connaît juste les lettres à Brutus, à Atticus et à son frère Quintus, donc ce qui fait que pour lui, Cicéron n'a que 3 destinataires. Et Sénèque n'en a qu'un seul, Lucilius. Donc le paragraphe 20 souligne les 3 exemples antiques, et le paragraphe 21 oppose Pétrarque à ces 3 exemples. Quant à moi, c'est une toute autre affaire, moi qui jusqu'à maintenant ai passé presque toute ma vie à voyager. Et si vous tournez la page, vous voyez que vous avez la notion de variété, un tam varié. Et le précepte énoncé au début du paragraphe 28, le premier souci de l'épistolier est d'être attentif à son destinataire. Et il est question aussi, paragraphe 29, d'une infinie variété, infinites sunt varietates hominum. Et ce qui est intéressant, c'est que cette variété des destinataires, elle renvoie même à au caractère changeant de l'épistolier lui-même, puisqu'il est à paragraphe 30, quelles sont les difficultés qui m'ont poussé à être en contradiction avec moi-même. Enfin, le latin dit multum ame ipso differe, d'être différent de moi-même. Donc, je vous renvoie aux analyses de Daniela Goldin-Folena dans un article de 1991 aussi, qui a montré que la variété stylistique des lettres de Pétrarque, des Familiares, quoique modelée essentiellement sur les exemples cicéroniens et même davantage sénéciens, dérive de la variété des correspondants davantage que des divers sujets traités. Et elle estime que cette variété des correspondants est précisément un héritage, un enseignement de l'Ars Dictaminis italien. Donc les traités d'Ars Dictaminis donnent une importance particulière aux interlocuteurs et conseillent par exemple des styles différents selon l'interlocuteur auquel on s'adresse, notamment en ce qui concerne le niveau de langue. Elle cite un passage d'un traité qui s'appelle les Rationes Dictandi, ouvrage anonyme rédigé à Bologne vers 1135. Dans le chapitre 5 de cet ouvrage, consacré à la salutatio, on a des recommandations générales consacrées aux diverses formules selon le rang social du destinataire, du roi et du pape jusqu'à la vie, mais aussi selon les liens familiaux.
grammatique que par un savoir prescriptif bien défini. Donc, ce qui me semble assez intéressant, c'est que cette idée de variété infinie de la lettre peut apparaître aussi comme un héritage des techniques épistolaires du Moyen-Âge. On va la retrouver jusque chez Érasme dans le De Conscribendis Epistolis, où la lettre est définie comme un objet si multiple et qui varie presque à l'infini. Resta multiplex probeque ad infinitum varia. Alors, je passe peut-être rapidement pour qu'on ait le temps de regarder la traduction de l'épître métrique 14 du livre 1. Donc, dernier point que je voulais un petit peu voir avec vous. Est-ce que je vais en parler? Oui, c'est la question des faits de langue. Alors, j'ai voulu vous mettre, oui, le grand B, écrire à un vieil ami latin, ce qui vous montre aussi la variété des lettres de Pétrarque, puisque le livre 24 des lettres familières contient 10 lettres aux auteurs de l'Antiquité. Donc il y a 2 lettres à Cicéron, une à Sénèque, une à Tite-Live, et en particulier il y a 2 lettres en vers, une à Horace et une à Virgile. Si vous voulez, ça a d'ailleurs été parfois à la Renaissance édité séparément sous le titre Antiquis Illustrioribus. Et alors je voulais aussi vous mettre les exemples d'adresses, Franciscus Ciceronis suo salutem, pour vous montrer comment Pétrarque, justement, dans ses lettres familières, va reprendre les formules de salutation héritées de l'Antiquité. Et si vous regardez le bas de la page 5, ce qui est intéressant aussi, c'est qu'il va... Donc, il salue Cicéron de manière un peu humoristique, aeternum vale. Vale étant la formule d'adieu traditionnelle en latin classique. Et vous voyez qu'il va reprendre une formule de conclusion qu'on va trouver dans les lettres de Cicéron aussi, avec la date à la romaine, que je n'arrive jamais à lire. Vous avez Quatuor Decimo Calendaciel Varias, donc le 14e jour avant le calendrier de janvier, c'est-à-dire le 19 décembre. Alors il est apud superos, pour dire où il se trouve, chez ceux d'en haut, évidemment, par opposition à Cicéron, ad sinistram Rodani, Vivam, Transalpine et Gallier, sur la rive gauche du Rhône, dans la Gaule transalpine. Et donc, ce que je trouvais intéressant, c'était ce jeu aussi. Alors, même dans la formule Aeternum vale, on a l'aspect classique de l'Antiquité païenne du voilé très cicéronien, et en même temps, le clin d'œil du côté du christianisme avec cette idée de Aeternum. Et je vous ai mis aussi la première lettre du 2e recueil, les lettres de la vieillesse, les Séniles. Alors, je n'ai pas le temps d'entrer dans le détail, mais c'est assez intéressant. Donc, il écrit à son ami qui se nomme Simonide. Alors que le recueil du Familiaris avait été. Alors, c'est Louis de Berlingen, mais qui surnomme son Socrate, Socrati Neo. Voilà, ça je vous laisse regarder. Concernant les faits de langue, ce qui me semble assez intéressant, c'est qu'on a. D'abord, en ce qui concerne le vocabulaire, ce qui me semble tout à fait intéressant, c'est que Pétrarque va prendre tout le vocabulaire latin, de Plaute à Augustin, et en les mêlant. Alors, Paul Hazard dit le vocabulaire d'abord est trop mêlé. Il y voit une forme de jugement, mais ce qui est, donc, il dit les mots de tous les auteurs et de toutes les époques qui voisinent fraternellement. Dans la foule des écrivains qu'il lisait, qu'il copiait de sa main, qu'il apprenait presque par cœur, Pétrarque ne savait pas distinguer encore ce qu'il pouvait prendre et ce qu'il devait laisser. Alors, je n'aurais pas la même analyse que lui, c'est plutôt que, justement, ce qui l'intéresse, c'est qu'il n'y a pas une conscience d'une latinité chronologique,
il y a plutôt une sorte de synchronisme de. Parce que même si vous allez de Plaute à Saint-Augustin, vous avez 7 ou 8 siècles. Donc il y a plutôt une volonté de mélanger tous ces éléments-là, qui me semble tout à fait intéressant parce que ça préfigure après les débats qui vont avoir lieu au XVIe siècle sur la question du cicéronianisme. Alors comment est-ce qu'on écrit le latin? Est-ce qu'on doit écrire comme Cicéron? Alors ça commence déjà avec Policien, qui écrit à Paolo Cortesi, qu'en fait se limiter au vocabulaire de Cicéron, aux structures de Cicéron, c'est jamais qu'être un singe. Et Policien va déjà prôner cette imitation éclectique qui prend en compte toute la latinité, alors qui aux yeux des humanistes est classique, en tout cas toute la latinité de l'Antiquité. Et ça va se retrouver aussi évidemment après avec Érasme au XVIe siècle, et les débats qu'on a sur le cicéronianisme. D'une certaine manière, on peut dire que Pétrarque préfigure les anti-cicéroniens en pratiquant au niveau du vocabulaire une imitation de tous les auteurs de Plaute à Augustin. Alors, ce qui est assez aussi intéressant, j'avais pris quelques exemples. Par exemple, Paul Hazard relève dans la deuxième lettre à Cicéron, Familiac 24.4, le verbe mulkeo, poétique à l'époque classique. Mais après, alors, qu'est-ce qui est classique, qu'est-ce qui ne l'est pas, tout est question de point de vue, parce qu'il relève dans cette même lettre l'emploi de l'adjectif per rarus, qu'il estime non classique, on trouve que chez Tite-Live et Pline, mais le Gaffio va indiquer plusieurs occurrences cicéroniennes de l'adverbe per raro. C'est pas parce qu'on n'a pas d'occurrence de l'adjectif chez Cicéron que ça n'est pas classique. Si Cicéron utilise l'adverbe, il y a fort à parier que peut-être dans des œuvres qu'on a perdues, mais il utilisait aussi l'adjectif. Donc comme je vous l'ai dit, ce qui est vu par Paul Hazard comme un défaut linguistique semble plutôt un choix stylistique, c'est-à-dire unir la richesse du vocabulaire latin en mêlant les mots de toutes les époques. Et surtout, ce qui me semble important, c'est qu'il n'y a pas de conscience historique de l'évolution linguistique. Il me semble qu'il faut attendre encore un petit peu de temps pour arriver à cette conscience. Alors, je vous renvoie à 3 lettres du recueil des Familiares, que je n'ai pas le temps de développer ici, mais 1.8, 22.2 et 23.19, où Pétrarque présente l'imitation comme éclectique. Vous avez par exemple la fameuse image des abeilles qui vont butiner différentes fleurs pour faire leur propre miel. Vous avez aussi l'image de la digestion. Cette imitation conçue comme éclectique, que va reprendre par exemple à la fin du Quattrocento Ange Policien, est à l'opposé des orientations évidemment du cicéronianisme. Si on regarde la syntaxe, alors là aussi je trouve que c'est intéressant de relativiser ce qu'on appelle normes classiques. Donc Paul Hazard s'indigne de l'usage de l'indicatif dans plusieurs propositions interrogatives indirectes. Le subjonctif avec dum dans les propositions temporelles, dans les propositions concessives, quam avec le subjonctif. Donc, je vous lis quand même pour l'anecdote, voilà sans doute autant de fautes, pour ne parler que des plus graves, qu'un latiniste expérimenté aurait eu le devoir d'éviter. L'indicatif dans les interrogatives indirectes, c'est pas si simple que ça. Hermou et Thomas rappellent qu'en latin, le subjonctif s'est généralisé dans l'interrogation indirecte à date récente, et que dans certaines tournures interrogatives, exclamatives ou impératives, l'indicatif était courant dans la langue parlée, notamment après Aodine, Dict, Skin et Widen, à cause du lien très faible qui unissait les deux propositions. Cet exemple ne disparut jamais entièrement, écrivent Hermou et Thomas. Et ici des exemples: Cicéron Tusculan 1.10, Dic quaeso num te illa terent. Dis-moi, je te prie, ces choses-là t'effraient-elles? On est entre l'interrogation directe et indirecte. Cicéron lettre à Atticus 1.1.4, Vides in concursus sumus, tu vois dans quelle course je suis engagé. Virgile, Énéide 6, 779. Voilà. Point plus subjonctif. Alors,
justement, si vous regardez un des extraits qu'on a vu, Pétrarque, familière 1.1.32, il dit quam morem sequar. Il faut éviter en termes latins, mais Hermou et Thomas, page 352, nous disent que l'analogie de quam muis appela peu à peu le subjonctif après quam. Et les exemples sont chez Cornelius Nepos, Tite-Live et Tacite. Et le Gaffio donne même plusieurs exemples de quam avec un subjonctif de concession, 2 exemples chez Cicéron, alors qui certes, je vais les regarder, posent des problèmes textuels, mais quand même un chez Tite-Live et un chez Virgile. Par exemple, Tite-Live 36, 34, 6, ou Virgile, Énéide 6, 394. Voilà, bon, c'était quelques exemples aussi bien du côté du vocabulaire que de la syntaxe, pour relativiser aussi ce qu'on appelle normes classiques. Je pense qu'il y a eu tout un pan de la critique qui a lu la langue des humanistes, pas tellement avec le prisme de l'Antiquité, mais avec le prisme d'une grammaire normative qui s'est créée petit à petit au XIXe siècle, enfin, qui est la grammaire du thème latin, dont on s'aperçoit à la pratique elle n'explique pas toutes les occurrences de la langue de Cicéron.